Ma fille m'a craché ces mots comme un poison, droit au cœur, un soir d'orage à Paris, et j'ai senti mon sang se figer dans mes veines. J'ai ri, d'abord un rire faux, hystérique, parce que l'absurde de l'amour filial tourné en l'âme me submergeait. Mais le lendemain, j'ai décidé de disparaître, pas pour leur complaire, non, pour les hanter, pour les forcer à avaler leur propre venin, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'ils implorent mon retour. Les mots de Léa résonnent encore dans ma tête comme un écho piégé dans les couloirs du métro parisien, ces tunnels humides où l'on croise des âmes errantes sans jamais les voir vraiment. C'était un mardi de novembre, l'air chargé d'une humidité qui colle à la peau comme un regret non avoué. Nous dînions dans notre appartement du Marais, ce petit 2 pièces que j'avais hérité de ma mère, avec ses moulures jaunies par le temps et ses fenêtres qui donnent sur une cour intérieure où les chats se disputent les ombres. Isabelle, ma femme, avait préparé un coq au vin, un plat qu'elle maîtrise à la perfection, avec ce vin rouge corsé qui monte à la tête et délie les langues. Léa, notre fille de 19 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, picorait dans son assiette, ses yeux rivés sur son téléphone, comme si le monde réel n'était qu'une interruption agaçante. J'avais eu une journée exécrable au bureau, je suis comptable dans une petite firme de la rue de Rivoli, rien de glorieux, juste des chiffres qui s'alignent pour payer les factures. Mais j'étais rentré avec l'envie de recoller les morceaux, de parler de son semestre, de ces livres qu'elle dévorait autrefois et qui gisaient maintenant empilés sur la table basse, couverts de poussière. Léa, ma chérie, raconte-moi ton dernier cours. Baudelaire, toujours, avais-je lancé, tentant un sourire qui sonnait faux même à mes oreilles. Elle avait levé les yeux, un regard vert comme celui de sa mère, mais teinté d'une froideur que je ne lui connaissais pas. Isabelle avait ri nerveusement, versant du vin pour détendre l'atmosphère. Et puis, ça avait jailli, brutal, sans préambule, honnêtement, papa, si tu disparaissais, la vie serait plus facile pour tout le monde. Le silence qui a suivi était un vide abyssal, plus lourd que le brouillard sur la Seine un matin d'hiver. Isabelle a posé son verre si fort que le vin a giclé sur la nappe blanche, formant une tache rouge comme une plaie ouverte. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti ou juste un souffle rauque, comme si on m'avait tranché la gorge. Léa n'a pas baissé les yeux, elle m'a fixé, presque avec défi, ses lèvres pincées en une ligne mince. Tu sais, avec tes crises, tes plaintes constantes sur le boulot, sur l'argent on en a marre. Maman mérite mieux, et moi, je veux juste respirer sans sentir ton ombre partout. Les mots tombaient comme des pierres dans un puits sans fond. Isabelle a murmuré un « Léa, voyons », mais sa voix manquait de conviction, comme si elle avait déjà digéré cette vérité-là depuis longtemps. J'ai reculé ma chaise, le bois grinçant contre le parquet usé. Mon cœur battait la chamade, un tambour de guerre dans ma poitrine. Disparaître. L'idée s'est insinuée en moi comme une idée fixe, un ver qui ronge la chair. Pas mourir, non, ça serait trop facile, trop final. Non, disparaître pour les faire douter, pour les ronger de l'intérieur, pour qu'ils goûtent à l'absence que j'avais moi-même subie toute ma vie. Mon père, ouvrier à Billancourt, avait filé un jour sans un mot, laissant ma mère élever 3 gosses dans un HLM de banlieue. J'avais juré de ne jamais faire ça. Et pourtant, voilà que ma propre fille me poussait dans le vide. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé sur le canapé du salon, écoutant les ronflements étouffés d'Isabelle dans la chambre, j'ai laissé les souvenirs affluer. Léa, petite, courant dans les Tuileries, sa main chaude dans la mienne, riant aux éclats devant un mime maladroit. Les anniversaires au Luxembourg, avec des glaces à la pistache qui tachaient nos chemises. Et puis, l'adolescence, les portes qui claquent, les silences lourds, les regards qui glissent sur moi comme si j'étais un meuble encombrant. Isabelle et moi, on s'était aimés follement au début, un coup de foudre à une expo au Louvre, elle conservatrice, moi modeste employé. Mais les années avaient usé le vernis, ses promotions, mes heures sup, et ce sentiment croissant que je n'étais plus qu'un pilier invisible, soutenant un foyer qui se fissurait. Au petit matin, alors que la lumière grise filtrait à travers les volets, j'ai pris ma décision. Je me suis levé, silencieux comme un fantôme, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pas de lettre d'adieu trop cliché, trop hollywoodien. Non, un plan. Mieux, une stratégie. J'allais orchestrer ma disparition comme un roman de Simenon, froid, implacable, avec des rebondissements qui les forceraient à se regarder en face. D'abord, vider discrètement le compte joint, pas tout, juste assez pour semer le doute. Ensuite, falsifier des traces, un billet de train pour Marseille, un appel anonyme à un vieil ami pour faire circuler des rumeurs. Et enfin, observer de loin, depuis un hôtel anonyme en banlieue, comment l'absence creuse ses sillons dans leurs âmes.
Je suis sorti pour un café au zinc du coin, rue des Francs-Bourgeois. L'air était frais, chargé d'odeurs de croissants chauds et de feuilles mortes. Les passants pressés, indifférents, me rappelaient que la vie continue, impitoyable. Assis à une table en terrasse, je sirotais mon expresso, le cerveau en ébullition. Léa avait touché une corde sensible, oui, j'étais l'homme des crises, celui qui ruminait ses échecs, qui étouffait sous le poids des « et si ». Mais était-ce vraiment un fardeau? Ou juste l'amour mal exprimé d'un homme qui avait tout sacrifié pour eux? La vengeance, me dis-je, ne serait pas physique, pas de violence, pas de sang. Non, une vengeance psychologique, subtile, qui les obligerait à questionner leurs propres monstres intérieurs. De retour à l'appartement, Isabelle était déjà partie au musée, et Léa dormait encore. J'ai fouillé ses affaires pas par curiosité malsaine, mais pour comprendre. Son journal intime, caché sous le matelas, révélait un monde que je n'avais pas vu, des pages noircies de rage contre le vieux qui nous pompe l'air, des rêves de voyage avec un petit ami imaginaire, des doutes sur sa mère, trop faible pour divorcer. Mon estomac s'est noué. Était-ce moi, le poison? Ou eux, qui avaient fermenté dans l'ignorance? J'ai refermé le cahier, le cœur serré, et j'ai commencé à emballer une valise discrète, quelques vêtements, un faux passeport que j'avais fait fabriquer des années plus tôt pour une blague stupide avec des collègues. Ironie du sort. Le soir venu, j'ai embrassé Isabelle sur la joue, un baiser froid comme un adieu masqué. Je pars en déplacement pour le boulot, 2 jours à Lyon. Elle a hoché la tête, distraite par un mail sur son téléphone. Léa m'a lancé un regard en coin, presque soulagé. Parfait. À la gare de Lyon, sous les verrières immenses qui capturent la lumière déclinante, j'ai validé mon billet pour Marseille mais je suis descendu à la station suivante, Austerlitz, et j'ai pris un taxi pour un motel anonyme à Ivry-sur-Seine. De là, j'ai activé le plan, un virement de 5 000 € sur un compte offshore, un mail anonyme à Isabelle signalant une « affaire urgente » qui m'éloignait. Et puis, le silence radio. Les premières heures d'absence furent un tourbillon. Je m'installai dans cette chambre au mur béjâtre, avec son lit qui grinçait et sa télé cathodique diffusant des rediffusions de Commissaire Moulin. Dehors, la banlieue bruissait d'une vie parallèle, klaxons, rires d'enfants, odeur de tagine d'un kebab voisin. J'imaginais leur panique naissante. Léa, se réveillant sans mon café du matin. Isabelle, vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes. Le doute s'installe, lent comme un brouillard, mais inexorable. J'ai souri pour la première fois depuis des jours, un sourire carnassier, celui d'un homme qui reprend les rênes. Pourtant, au fond de moi, une fissure. Était-ce vraiment de la vengeance, ou juste une fuite déguisée? Les nuits étaient longues, je revivais chaque mot de Léa, disséquant sa voix, son ton détaché. Elle avait 19 ans, l'âge des absolus, où l'amour se mue en haine sans transition. Mais moi? 45 ans, et toujours ce besoin viscéral d'être vu, d'être indispensable. Le lendemain, j'ai loué une voiture anonyme, une Clio grise, et j'ai roulé vers les quais de Seine, observant de loin notre immeuble. Les lumières s'allumaient, une à une. Isabelle fumait à la fenêtre, silhouette solitaire. Léa sortait, pressée, mais son pas était hésitant. Bien. Le poison agissait. Les jours suivants se muèrent en une danse macabre, un ballet d'ombre où j'étais à la fois chorégraphe et spectateur invisible. Depuis mon repère à Ivry, je pistais leur vie via des applications proxy sur mon téléphone prépayé à un monde de données volées qui me donnait l'illusion de contrôle. Isabelle avait posté une story Instagram subtile, une photo de notre tasse à café préférée, vide, avec la légende « Les silences disent tout ». Léa, plus impulsive, avait tweeté un vague « Quand l'absence libère, mais pèse quand même ». Je riais seul dans ma chambre, un rire sec qui résonnait contre les murs nus. Libère? Oh, ma fille, tu n'as pas idée du poids qui t'attend. Mon plan s'étoffait, couche par couche, comme un oignon dont chaque pelure révèle une amertume plus profonde. J'avais contacté Marc, un ancien collègue détective privé, un type bourru, ex-flic de la PJ, qui me devait une faveur depuis que j'avais couvert ses arriérés d'impôts il y a 10 ans. Michel, t'es sûr de ça? Ça sent le suicide assisté, avait-il grogné au téléphone, sa voix rauque imprégnée de tabac froid. Pas de suicide, Marc. Juste une leçon. Fait circuler la rumeur, j'ai été vu à Marseille, avec une femme, fuyant une dette. Et surveille-les. Rapport quotidien. Il avait ri, un aboiement bref. T'es un salaud sentimental, Michel. Ça me plaît.
Les rapports arrivèrent comme des missives empoisonnées. Jour 2, Isabelle annule ses réunions au musée, arpente les rues du Marais, interroge les bistrotiers. « Vous avez vu mon mari ?» Grand, chauve naissant, toujours en veste de tweed. Les gens haussent les épaules, mais les ragots s'enflamment, un voisin murmure à une autre que j'ai toujours eu, l'air déprimé. Léa, elle, craque en cours, une professeure signale un appel larmoyant à la loge de la Sorbonne. « Papa, si c'est une blague, arrête. J'ai peur. » Peur ? Le mot me traverse comme une lame tiède. La petite fille qui hurlait de joie à Disneyland Paris refaisait surface, terrifiée par le vide qu'elle avait elle-même creusé. Je roulais beaucoup, ces jours-là, la Clio avalant les kilomètres entre Paris et la Normandie, où j'avais une cabane louée sous un faux nom à un héritage d'un oncle éloigné, un taudis face à la mer, avec ses dunes balayées par le vent et son odeur de sel qui ronge l'âme. Là, seul avec les mouettes criardes, je disséquais mon propre psychisme. Pourquoi cette soif de châtiment ? Était-ce pour Léa, pour Isabelle, ou pour guérir la plaie béante que mon père avait laissée en partant ? Je me voyais, gamin, attendant son retour à la porte de l'usine Renault, les mains crispées sur un sandwich rassis. Il n'était jamais revenu. J'avais juré de briser le cycle, d'être le roc. Et voilà que je le perpétuais, en pire, pas une fuite muette, mais une orchestration sadique. Un soir, alors que le soleil se noie dans la Manche, un orage éclate aux foudres qui zèbrent le ciel, puis qui martèle le toit de tôle. Je m'assois à la table bancale, un verre de calva à la main, et j'écris une lettre. Pas pour l'envoyer, non pour exorciser. Chère Léa, tu as raison, je suis un poids. Mais le poids forge l'acier, ou le brise. Lequel seras-tu ? Les mots coulent, amers, et je brûle la feuille dans l'évier, les flammes dansant comme des démons rieurs. Le lendemain, Marc m'appelle, ta femme a contacté la police. Fausse alerte pour l'instant, mais il creuse. Et ta gamine elle a vu un psy. Crise d'angoisse. Mon cœur se serre vengeance ou masochisme ? Je raccroche, allume une cigarette, et fixe l'horizon gris. Il faut accélérer. De retour à Paris, je m'infiltre comme un fantôme. Déguisé en livreur UPS, casquette baissée, je dépose un colis anonyme à notre porte, dedans, une photo de nous trois à Deauville, il y a 5 ans, lézardant sur la plage, rire figé sur papier glacé. Au dos, une phrase tapée à la machine, l'absence révèle les fantômes qu'on porte en soi. Isabelle le reçoit, Marc me décrit sa réaction, pâle comme un linceul, elle appelle Léa en pleurs. La gamine hurle dans le combiné, c'est lui. Il nous punit. Punir. Le mot sonne juste, mais il me glace. Est-ce justice, ou juste cruauté ? Les nuits s'allongent, hantées par des rêves où Léa me supplie, enfant, et où Isabelle me frappe, le visage tordu de haine. Je me réveille en sueur, le goût de bile dans la bouche. Pourtant, je persévère. Prochaine étape, infiltrer leur confidence. J'installe un micro-espion dans le salon à un gadget high-tech acheté sur le dark web, via un VPN. La voix d'Isabelle, brisée, emplit mes écouteurs, il était faible, Léa. Mais je l'aimais. Et maintenant, Léa sanglote, c'est ma faute. J'ai tout gâché. Leur vulnérabilité me frappe comme un uppercut. Pour la première fois, je doute. Mais le doute est un luxe, la machine est lancée. Une semaine passe, et la rumeur enfle. Un article dans le Parisien local, disparition inquiétante d'un père de famille dans le Marais. Isabelle donne une interview larmoyante, les yeux rougis par le mascara coulant. Léa, en fond, silhouette frêle, évite les caméras. Je regarde ça sur mon laptop, dans un cybercafé de Belleville, entouré d'immigrés qui tapent des CV. La foule anonyme me protège, mais intérieurement, je saigne. C'est ça, la vraie douleur, voir l'amour se muer en spectacle, en pitié publique. Marc m'alerte, la police a une piste, mon billet pour Marseille. Parfait. Je contre-attaque, un appel anonyme depuis une cabine, voix déformée, Michel est parti avec une maîtresse. Dette de jeu, oubliez-le. Isabelle s'effondre, selon le rapport. Léa, elle, fouille mes affaires, trouve mon journal, celui où j'écrivais mes doutes, mes amours non dits. Elle lit à voix haute, voix chevrotante, papa n'était pas un monstre. Juste un homme brisé. Les mots me percent. Brisé. Oui. Mais la brisure forge aussi. Je décide d'une pause, un week-end à Chartres, cathédrale gothique dressée comme un doigt accusateur vers le ciel. Là,
sous les vitraux éclatés de couleurs, je prie pas pour le pardon, mais pour la force. Les fidèles murmurent, en s'enflottant comme des souvenirs. Je sors, le clocher sonnant midi, et je reçois un texto de Marc, ta fille tente le suicide. Pile. À l'hosto. Le monde bascule. Je bondis dans la Clio, phares allumés dans la nuit tombante, sirène hurlante dans ma tête. Vengeance? Ou folie? L'hôpital Saint-Louis, avec ses couloirs aseptisés qui puent le désinfectant et le désespoir, est un purgatoire blanc où les âmes se délitent en silence. J'arrive en trombe, capuche relevée, me fondant dans la foule des visiteurs un fantôme parmi les vivants. Léa est en salle de réveil, perfusion branchée comme des chaînes, son visage pâle encadré de mèches emmêlées. Isabelle veille, main crispée sur la sienne, murmures inaudibles. Je m'approche, cœur cognant, et pose une main gantée sur l'épaule d'Isabelle. Elle sursaute, se retourne, Michel? Mais je me fonds déjà dans l'ombre d'un infirmier. Son cri étouffé, c'était lui. Je l'ai vu, me poursuit jusqu'au parking. De retour dans ma planque, le doute me ronge comme un acide. Suicide? Ma vengeance avait franchi la ligne, transformé les mots en actes, le regret en geste fatal. Je passe la nuit à fixer le plafond craquelé, revivant chaque étape, le colis, le micro, les rumeurs. Était-ce pour les punir, ou pour me punir moi-même? Le matin, un appel de Marc, elle va bien. Overdose légère, lavée à temps. Mais elle parle, Michel. De toi. De ce qu'elle a dit. Elle se hait. Sa voix est lourde, presque accusatrice. Je raccroche, allume une clope, et sors sur le balcon rouillé, la ville étalée en contrebas comme un tapis de béton sale. Paris, maudite et belle, avec ses boulevards artériels qui charrient des millions d'existences anonymes. Je marche, anonyme dans la masse, jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés ploient sous leur propre poids. J'en accroche un, symbolique au cadenas vide, sans nom, jeté dans la Seine comme une promesse brisée. Là, assis sur un banc, je laisse les souvenirs m'envahir. Léa enfant, apprenant à faire du vélo place des Vosges, ses chutes suivies de rires, mes genoux écorchés à sa place. Isabelle, enceinte, rayonnante lors d'une expo de monnaie, sa main sur mon ventre à moi, comme si nous portions le monde ensemble. Mais les fissures étaient là, tôt. Mon boulot monotone, ses ambitions qui grimpaient, et Léa, ce joyau qui avait viré épine. L'adolescence l'avait changé, amie toxique, nuit blanche sur TikTok, et ses disputes où elle me traitait de « loser ». J'avais encaissé, toujours, pensant que l'amour parental est un masochisme noble. Erreur. L'amour exige des limites, ou il pourrit. Marc me fournit les enregistrements du micro, Léa, sortie de l'hosto, confesse à sa mère, j'ai dit ça parce que je suis en colère contre moi. Contre la vie qui nous étouffe tous. Papa il est le seul qui reste, même quand on le repousse. Isabelle pleure, on l'a poussé trop loin. S'il ne revient pas, c'est notre faute. Leur voix se brise, et la mienne avec. Je coupe l'appareil, le jette contre le mur. Il faut clore ça pas par pitié, mais par justice. Une confrontation finale, orchestrée. Je prépare le terrain, un rendez-vous anonyme via un faux profil sur un site de rencontre pour seniors ironique, non? J'envoie un message à Isabelle, connaissons-nous? Café de Flore, demain midi. Un homme qui sait pour Michel. Elle mord à l'hameçon, Marc confirme, elle y va, nerveuse, maquillée à outrance pour masquer les cernes. Moi, je m'y rends incognito, barbe postiche, lunettes fumées, veste anonyme. Le Flore, avec ses miroirs anciens et son parfum de croissant chaud, bourdonne de Parisiens cosmopolites. Elle s'assoit, commande un thé, doigts tremblants. Je m'approche, m'installe en face sans un mot. Elle lève les yeux, confuse. Vous êtes? Je sors une photo au nous trois, à Noël dernier, sourire forcé autour d'une bûche ratée. Je sais tout, madame. Michel n'est pas parti pour rien. Il a entendu. Et vu. Ses yeux s'écarquillent, la tasse cliquette. Il est vivant? Dites-moi où. Je me penche, voix basse, il veut que vous compreniez. L'absence n'est pas une fuite. C'est un miroir. Regardez-y, elle sanglote, discrète, un mouchoir froissé. Dites-lui que je l'aime. Que Léa elle regrette. Je hoche la tête, me lève, disparaît dans la foule. Dehors, le soleil tape dur, ironique.
Léa, de son côté, s'enfonce. Marc rapporte, elle sèche les cours, traîne dans les bars du quartier latin, cherchant l'oubli dans des verres de pastis. Un soir, elle croise un ex, un type louche, dispute, crie, police. Isabelle la récupère, les deux enlacés dans la nuit pluvieuse. Je les imagine, brisés, et une vague de triomphe me submerge vite étouffée par la culpabilité. C'est ça, la vraie torture psychologique, non pas les faire souffrir, mais se voir souffrir avec eux. Je décide d'une trêve, un cadeau anonyme pour Léa, livré à la Sorbonne. Un recueil de Baudelaire, annoté de ma main mes notes sur « l'invitation au voyage », soulignant les lignes sur l'amour absent. Elle le reçoit en cours, s'effondre en larmes devant la classe. La professeure, émue, l'emmène à l'infirmerie. Le soir, chez elle, elle le lit à voix haute à Isabelle, papa savait. Il lisait avec moi, autrefois. Leur conversation, captée par le micro, aveu, regret, un plan pour me retrouver. On met une annonce dans le journal. Michel, revient. On t'aime. Je lis ça sur le rapport de Marc, et quelque chose cède en moi. La vengeance, ce plat froid, a un goût de cendre. Il faut en finir mais pas en capitulant. Une dernière torsion, je simule une piste fausse, vers Lyon, pour les faire bouger. Isabelle et Léa partent en train, espérantes. Moi, je les suis de loin, train fantôme. À Lyon, place Bellecour, elles attendent, pancarte en made, Michel, nous sommes là. Le cœur me manque. Je m'approche, ombre dans la foule, et murmure à Léa, tu vois, l'absence fait mal. Mais elle guérit aussi. Elle se retourne, hurle mon nom. Embrassade, pleurs, un chaos de joie et de douleur. Le retour à Paris fut un lent démantèlement, comme défaire un nœud gordien sans couper le fil au patient, douloureux, révélateur. Nous marchâmes du train jusqu'à la gare de Lyon, un trio silencieux sous un ciel d'octobre bas, les feuilles mortes craquant sous nos pas comme des excuses non dites. Léa s'accrochait à mon bras, sa main moite serrant la mienne comme une encre. Isabelle, un pas en retrait, me jetait des regards obliques, mélange de soulagement et de reproche. « Où étais-tu » murmura-t-elle enfin, voix brisée par le métro qui gronde en contrebas. Je haussai les épaules, partout et nulle part. À réfléchir. À vous laisser réfléchir. L'appartement du Marais nous accueillit comme un vieux amant revêche, poussière sur les meubles, vaisselle entassée, odeur de renfermé qui colle à la gorge. Léa se rua dans sa chambre, claquant la porte un réflexe, vite suivi d'un sanglot étouffé. Isabelle et moi, nous assîmes à la table de la cuisine, un thé fumant entre nous comme une barrière fragile. C'était une leçon, Isabelle. Pas une fuite. Tes mots, ceux de Léa, ils m'ont tué un peu. Alors j'ai voulu vous montrer ce que c'était, la mort en vie. Elle pleura, sans retenue, le visage enfoui dans ses mains. On était perdus sans toi. J'ai réalisé je t'ai négligé. Comme un meuble. Ses aveux coulaient, libérés par l'absence, ses frustrations au boulot, sa peur de vieillir, comment elle m'avait vu comme un boulet plutôt qu'un pilier. Léa nous rejoignit, les yeux gonflés, un cahier à la main mon journal, trouvé lors de sa fouille. Papa, j'ai lu ça. Tes doutes, tes amours. J'étais une conne. Égoïste. Elle s'effondra à mes pieds, tête sur mes genoux, comme petite fille après un cauchemar. Je caressais ses cheveux, le cœur en vrac. La colère, c'est un feu qui consume d'abord soi-même, ma puce. Tu m'as brûlé, mais tu t'es consumé avec. Nous parlâmes des heures, creusant les strates, son petit ami fantôme, un type toxique qui l'avait poussé à la rébellion, mais silence, masque de ma propre dépression larvée, les nôtres d'Isabelle, ces non-dits qui gangrènent comme un cancer. Mais la guérison n'est pas linéaire, elle serpente, pleine de rechutes. Les premiers jours, une lune de miel forcée, dîner au restaurant, balade le long de la Seine, rire forcé qui sonne vrai petit à petit. Léa reprit les cours, annotant Baudelaire avec moi le soir, nos têtes penchées sur le livre comme un rituel. Isabelle organisa une thérapie de couple au pas pour nous sauver, mais pour nous reconstruire. Le thérapeute, un barbu sage du 11e, nous fit dessiner nos fantômes familiaux, mon père absent pour moi, la mère d'Isabelle alcoolique pour elle, et pour Léa, nous deux, figés en statue de sel. Pourtant, les ombres persistaient. Une nuit, Léa fit une crise, hurlement dans le salon, « Tu nous as abandonnés. Tu es un monstre. » Je la serrai contre moi, absorbant sa rage comme un éponge. Oui, j'ai été monstrueux.
Mais la monstruosité, c'est humain. Apprends à la dompter. Isabelle, témoin, se joignit, un câlin à trois qui scella une trêve fragile. Au bureau, je démissionnais au trop de souvenirs amers. Avec mes économies, celles que j'avais, volées, et restituées discrètement, j'ouvris un petit café-librairie rue de Birague, les pages oubliées, un havre de papier et de café, où les âmes errantes se racontent. Léa y travailla l'été, rangeant les rayonnages, conseillant des romans sur la rédemption au Dostoïevski, Hugo, ces géants qui dissèquent l'âme slave ou française. Un client régulier, un étudiant en psycho, attira son œil, gentil, attentif, sans l'ombre toxique du précédent. Ils parlèrent livres, puis vie, elle me confia un soir, rougissante, il me voit, papa. Vraiment. Je souris, fier, mais vigilant, l'amour, je le savais maintenant, est un fil tendu sur l'abîme. Isabelle et moi, nous redécouvrîmes nos corps, nuit volée dans la chambre, peaux qui se souviennent, rires étouffés pour ne pas réveiller Léa. Mais le sexe n'efface pas tout, lors d'une dispute, elle lâcha, tu nous as terrorisés. Étais-tu prêt à nous perdre pour de bon? Je dus admettre, presque. C'était le risque. Elle pleura, mais resta. La thérapie nous a appris ça, le pardon n'est pas amnésie, mais mémoire active. Un an passa, et la cicatrice se muait en tatouage visible, mais assumé. Léa publia un essai dans une revue étudiante, l'absence comme miroir, anonyme au début, puis revendiqué. Les compliments affluèrent, elle rayonna, cette lueur que j'avais cru éteinte. Nous fêtâmes à la maison, champagne et huîtres, toasta, la famille recomposée. Mais au fond, je sais, la vengeance avait guéri, mais laissé des séquelles. Un appel anonyme, parfois, de Marc, tout va bien? Je réponds oui, mais je surveille, toujours, les fissures. Un soir d'hiver, neige rare sur Paris, nous marchâmes vers Notre-Dame, silhouette noircie par l'incendie mais debout. Léa glissa son bras sous le mien, merci, papa. Pour la leçon la plus dure. Je serrai sa main, et merci à toi, pour m'avoir forcé à renaître. Isabelle sourit, complice. La ville scintillait, lumière dans la nuit, et pour la première fois, je me sentis entier non pas pilier invisible, mais homme, avec ses failles et ses forces. Pourtant, dans le silence de minuit, seul avec un whisky, je me demande, aurais-je pu éviter ça? La réponse est un murmure, non. Car la vie, comme un bon roman français, exige le drame pour toucher l'âme. Les saisons tournèrent, implacables, emportant les feuilles mortes et les regrets avec elles, mais déposant aussi de nouvelles bourrasques. Mon café-librairie devint un microcosme vivant, retraité qui sirote des expressos en débattant Sartre, étudiant qui squatte les canapés usés pour réviser, et même Isabelle, qui y organisait des lectures sur l'art et la mémoire. Léa y passa ses vacances, transformant un coin en atelier d'écriture, où elle animait des ateliers pour ados paumés ou ironie douce, cette jeune femme de 20 ans enseignant la résilience à ceux qui trébuchent comme elle l'avait fait. Mais la paix est une illusion fragile, tissée de fils qui s'effilochent au moindre vent. Ce fut un appel, banal en surface, qui ralluma la mèche, mon frère cadet, Paul, que je n'avais pas vu depuis des lustres, appelant de sa ferme en Provence. Michel, revient aux sources. Maman est malade. Fin de vie. Maman. La femme qui m'avait élevé seule après la fuite de père, cuvant ses peines dans des lessives interminables et des soupes fades. Je n'avais pas pleuré sa perte potentielle, non, j'avais verrouillé ça depuis longtemps. Pourtant, le mot « malade » déverrouilla tout, je bouclai le café pour une semaine, embarquai Isabelle et Léa dans le TGV pour Avignon. La Provence nous accueillit avec son Mistral coupant et ses champs de lavande fanée, un tableau provençal teinté de mélancolie. La maison de maman, ce masque roulant aux volets bleus écaillés, puait le passé, odeur de thym séché et de regret rance. Paul, trapu et bourru, nous serra dans ses bras massifs, sa moustache effleurant nos joues. Elle vous attend. Maman, alitée, n'était plus que peau et os, ses yeux bleus voilés par la cataracte, mais aiguisés comme des lames. Michel mon fils prodigue. Sa voix, un filet, me transperça. Léa s'approcha, timide, grand-mère, maman la toisa, t'as l'air de ta mère. Forte, mais fragile. Les jours suivants furent un lent dépouillement. Maman racontait, entre deux quintes de tout, l'histoire non dite, la fuite de père, non pas par lâcheté, mais par amour ou une autre femme, un scandale d'usine. Il m'a aimé, à sa façon. Mais l'amour sans courage est poison. Ces mots me frappèrent, écho de ma propre disparition. Isabelle, pragmatique, gérait les soins,
changeant les pansements avec une tendresse professionnelle. Léa, elle, lisait à voix haute, poèmes de Mistral, contes provençaux, reliant les générations par des fils de mots. Une nuit, veille de la fin, maman m'appela seule. La chambre, éclairée d'une lampe à huile vacillante, sentait la mort sucrée, inévitable. Michel, ta vengeance, Paul m'a tout dit. C'était cruel. Mais nécessaire. Comme mon silence après ton père. Je m'agenouillai, tête sur son lit, maman, pardonne-moi. J'ai reproduit le cycle. Elle caressa mes cheveux grisonnants, non. Tu l'as brisé. Regarde ta fille, elle écrit, elle aime. Toi, tu as un café, une vie. L'absence forge, mon fils. Elle mourut à l'aube, paisible, un sourire aux lèvres. Nous l'enterrâmes dans le petit cimetière du village, sous un olivier centenaire, avec des chants occitans qui montèrent comme une prière païenne. Le retour à Paris fut teinté de deuil fertile. Léa, changée, se lança dans un roman, semi-autobiographique, sur une famille fracturée par les maux. C'est pour guérir, papa. Pour ne pas que ça se reproduise. Isabelle et moi, nous nous réinventâmes, elle quitta le musée pour un poste freelance, consultant en patrimoine, moi, j'élargis le café à des soirées contes, où des conteurs évoquent les fantômes du passé. Notre couple, jadis usé, se raviva, voyages improvisés à Vézelay, nuit d'amour sous les étoiles de la Vologne, où nous parlions sans filtre peur, désir, ces abysses comptés par habitude. Mais le passé, ce chien fidèle, mordit à nouveau. Un journaliste, flairant le scoop, contacta Léa pour son essai, Votre histoire de disparition vraie. Elle hésita, puis confia aux versions édulcorées, sans les détails crus. L'article parut dans Libération, La famille et l'absence, témoignage d'une fille repentie. Les réactions fusèrent, louanges pour la résilience, mais aussi attaques, père manipulateur, drame familial pathétique. Léa craqua lors d'une interview, larmes en direct, il nous a sauvés en nous perdant. Le buzz enfla, invitation télé, podcast. Nous refusâmes tout, barricadés dans le marais, mais le miroir public nous renvoyait notre intimité violée. C'est alors que la vraie épreuve vint, Paul, hérité de la ferme, sombra dans l'alcool, hanté par les dettes. Il appela, saoul, Michel, maman avait raison. L'amour sans courage, je volai à son secours, train de nuit, arrivant au mas sous une pluie battante. Nous parlâmes des heures, face à face, frère enfin, ses échecs conjugaux, ma propre folie. Je l'aidai à vendre des parcelles, à se soigner. Léa vint, apportant son manuscrit inachevé, nous le lûmes ensemble, riant et pleurant sur les chapitres qui nous dépeignaient crus. De retour, une surprise, Léa enceinte. De son étudiant en psycho, un bébé prévu pour l'été. Papa, tu seras grand-père. Ne disparais pas, je ris, ému, l'étreignant, jamais plus. Promis. Isabelle, rayonnante, prépara la chambre d'enfant au berceau chiné aux puces, mobile de papier inspiré de Monet. La vie cyclait, généreuse malgré les cicatrices. Pourtant, dans les moments calmes, je sens l'ombre, la vengeance m'a marqué, un tatouage invisible. Je surveille Léa, subtilement, conseille Isabelle sur ses doutes. Et moi? J'écris, maintenant un journal public, anonyme sur un blog, chronique d'un fantôme repenti. Les lecteurs répondent, écho de leurs propres abysses. C'est ma thérapie, mon legs. Un soir de printemps, nous dînâmes sur la terrasse du café, bourgeons verdoyants sur les balcons voisins. Léa, bedaine naissante, leva son verre, à nous. À l'absence qui nous a unis. Isabelle et moi, main dans la main, trinquâmes. Paris bruissait, éternel, et pour la première fois, je me sentis chez moi non pas dans les murs, mais dans leur cœur. L'été arriva comme une vague tiède, gonflant les ventres et les espoirs, mais aussi les tempêtes intérieures qu'on croyait apaisées. Le bébé de Léa, un garçon prénommé Elliot en hommage à T.S., le poète des terres désolées, naquit par césarienne sous un ciel doux azuréen, cri perçant dans la salle d'accouchement du Pitié-Salpêtrière. Je tins la main d'Isabelle dans le couloir, nos doigts entrelacés comme des racines noueuses, tandis que le père, ce jeune psycho nommé Théo, veillait au chevet. Léa, épuisée mais radieuse, nous appela, « Papa, viens voir ton petit-fils. » Il a tes yeux fuyants, mais profonds. Le rire qui suivit dissipa les ombres, un instant. La famille s'agrandit, se recompose en mosaïque, dîner dominicaux au café, où Elliot gazouille au milieu des rayonnages, babillant sur des pages de Camus. Théo s'intègre, solide, avec ses théories sur l'attachement ironie,
lui qui analyse nos failles comme un chirurgien. Isabelle, grand-mère comblée, tricote des chaussettes minuscules, ses mains agiles traçant des motifs celtiques, vestiges de son enfance bretonne. Moi, je deviens le conteur, soirée où je narre à Elliot des histoires inventées, de pères qui disparaissent pour mieux revenir, de filles qui apprennent la valeur du silence. Mais la vie, cette farce cruelle, n'oublie pas les dettes. Paul, stabilisé en Provence, nous invita pour les vendanges une semaine de labeur sous le soleil impitoyable, raisins écrasés sous les pieds comme des cœurs à vif. Là, au milieu des vignes lourdes, il confessa, « Michel, après maman, j'ai failli y passer. L'alcool, c'était mon absence à moi. » Nous travaillâmes côte à côte, sueur au front, et pour la première fois, nous pleurâmes père ensemble un fantôme double, à y pleurer. Léa, Elliot sur la hanche, nous regarda, les cycles se brisent, oncle. Regardez, on récolte maintenant. De retour, un coup de tonnerre, l'article de Libé ressurgit, recyclé en podcast viral. Des haters anonymes inscrivirent le café, graffiti sur la vitrine, manipulateur, famille toxique. La presse locale s'y mit, cherchant l'angle sensationnel. Léa, protectrice, posta une vidéo, c'était notre enfer, mais on en est sorti. Ne jugez pas ce que vous ne vivez pas, le backlash vira au soutien, clients affluèrent, curieux ou solidaires. Une auteure célèbre, Amélie Nothomb, passa incognito, signa un livre à la famille qui ose le drame. C'est la vraie littérature. Isabelle et moi, nous affrontâmes ça en tandem, thérapie de groupe, où nous parlâmes à d'autres familles brisées. L'absence forge l'empathie, dis-je un soir, et le cercle hocha la tête, murmure d'assentiment. Notre couple, jadis érodé, se solidifia en acier trempé, voyage à vélo le long de la Loire, château gothique comme sentinelle de nos secrets, nuit où nous refaisons l'amour, lent, explorant les cartes vieilles de nos corps. Léa publia son roman, Miroir brisé, best-seller modeste, traduit en anglais. Les lancements furent des triomphes, elle, rayonnante en robe noire, lisant des passages sur la douleur filiale, public suspendu à ses mots. Moi, en coulisses, fière larme à l'œil. Elliot, taudelé espiègle, courait entre les jambes des invités, symbole vivant de la résurrection. Pourtant, l'ombre personnelle persista. Une nuit d'insomnie, je revécus la disparition, le motel froid, les rapports de Marc, le bord du gouffre. Étais-je guéri? Ou juste masqué? Je consultai seul un psy, un Vietnamien sage du XIIIe, la vengeance est un deuil inachevé. Faites-le. J'écrivis une lettre à mon père adressée au vent, brûlée sur le Pont-Neuf. Tu as fui. J'ai faim. Mais j'ai gagné, une famille qui sait le prix de l'amour. 2 ans plus tard, le café fête ses anniversaires, champagne, lecture, Elliot qui récite maladroitement du Prévert. Léa, mère accomplie, me confie, sans ta folie, je n'aurai pas Théo, pas Elliot. Tu m'as forcé à grandir. Isabelle, à mes côtés, murmure, et moi, à t'aimer vraiment. Nous trinquons, vers tintant comme des promesses tenues. Paris, éternelle fourmilière, nous enveloppe, lumière de la tour Eiffel scintillant au loin, scène murmurante de secrets. Je marche seul parfois, rue de Rivoli, là où tout commença non pas la dispute, mais ma vie modeste. Plus de comptable usé, un homme, cicatrisé, qui sait que la vraie tragédie n'est pas la perte, mais l'indifférence. Et si demain, un mot blessant fuse? Je sourirai, intérieur, j'ai survécu à pire. La vengeance m'a appris ça, l'amour n'est pas donné, il se conquiert, dans le feu et les cendres. Fin, ou nouveau chapitre. La vie, ce roman inachevé, décidera.